Tout de suite, je passe la parole à notre ami Startup. Oui, l'ami Startup, c'est donc moi, je suis Pierre Bardina, je suis le créateur, enfin le co-créateur d'une société qui s'appelle Nino Robotics, qui conçoit des aides techniques pour les personnes peu, pas ou mal marchandes. Et quand je suis arrivé tout à l'heure ici, une personne est arrivée, m'a dit tiens, ça se fait maintenant, les Segway ils se font assis. Et la machine elle est super jolie. Et en fait, ça fait 22 ans que je suis paraplégique et la personne s'était pas rendu compte de mon handicap. Et donc c'est exactement le cœur de notre métier, c'est de créer des aides à la mobilité, que ces aides à la mobilité, elles changent le regard des gens. Ça c'est la première chose. Que le design donne une estime de soi, projette une autre image aux personnes qui nous regardent et qui nous regardent nous déplacer. Et on est plus dans le business de la mobilité pour tous que dans le business du medical device. Alors dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le sujet aéroportuaire, on sait aujourd'hui que les concepts d'assistance aux personnes en besoin, qui ont des besoins spéciaux est vraiment en mutation. On peut dire qu'il y a 20 ans, les personnes qui avaient un besoin d'assistance étaient majoritairement des personnes handicapées. Aujourd'hui, la clientèle pour ces assistances a changé et c'est pour ça que le modèle doit changer. La clientèle a changé parce que les PMR, les personnes en fauteuil, sont aujourd'hui une minorité et que la grande majorité des gens qui utilisent les services d'assistance sont des personnes qui sont marchandes. Alors, Nino Robotics aujourd'hui fabrique le Nino qui est un transporteur autobalancé. Autobalancé, ça veut dire que ça fonctionne comme un Segway. Je vais lever mes béquilles et la machine en fait fonctionne avec mon corps. C'est mon corps qui fait fonctionner la machine. Je suis sur un tout petit rayon, sur 59 cm de large, et donc j'ai une machine qui tient debout toute seule, qui fait partie de mon corps. Ça, c'est la première machine qu'on fabrique. Et on fabrique aussi des roues motorisées qui sont des trottinettes en fait, pour les fauteuils roulants. Et enfin, on travaille sur un concept de transporteur pour les aéroports qui seront des transporteurs connectés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les concepts d'assistance, dans quelques pays que ce soit, ce sont 2 voire 3 personnes qui viennent pour une personne qui a besoin d'assistance. Il faut rationaliser tout ça, il faut moderniser tout ça, et nous sommes en train de sortir sur le marché, le prototype sera visible à partir du mois d'octobre, un transporteur qui est connecté à un guide qui va amener d'un endroit à un autre une personne qui a besoin d'assistance. Donc tout ça pour vous dire que la mobilité pour tous, c'est quelque chose d'important et que la mobilité pour tous est un enjeu pour les aéroports, est un enjeu pour les hubs dans les aéroports. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Notre problématique d'aujourd'hui, c'est les nouveaux avions moyens long courrier de type A321 LR. Vont-ils changer le marché? Quel sera leur impact sur les aéroports, sur les destinations point à point, sur le self-connecting? Tout de suite, pour planter le décor, Monsieur Bernard, directeur des opérations d'Air France. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Alain Bernard, je suis directeur général des opérations Air France. Je ne sais pas si je vais parfaitement planter le décor. En tout cas, je vais réagir par rapport à ces nouveaux outils que vous citez, que sont le Self-Connect, les nouveaux avions plus performants, monocouloirs, qui changent la frontière traditionnelle entre un réseau moyen courrier traditionnel et un réseau long courrier traditionnel. Et ces outils, comme finalement le sont aussi les avions de nouvelle génération long courrier 350-787, sont des outils qui, à l'évidence, vont soutenir ou favoriser le développement du modèle low cost en général, du modèle low cost long courrier en particulier. Néanmoins, quand on se projette sur les 20 prochaines années, vous le savez que les prévisions de croissance de trafic, c'est un doublement du trafic. Donc il y aura de la place pour plusieurs modèles. Il est sûr que le modèle
low cost participera à cette croissance et répondra en particulier aux clients qui ont une attente extrêmement forte sur la recherche du prix le plus bas lorsqu'ils font un acte d'achat. Alors peut-être pour rebondir également à ce que j'entendais tout à l'heure sur est-ce que tout ça préfigure une évolution profonde des modèles de hub, est-ce que c'est la disparition des modèles de hub? Je ne le crois pas du tout. Bien sûr, le modèle de hub, c'est ce qu'on a fait de plus efficace pour agréger des petits flux de trafic, une multitude de petits flux de trafic sur une plateforme de correspondance pour les acheminer sur des destinations où il y a des gros flux de trafic. C'est ce qui permet finalement de construire un réseau de destinations extrêmement vaste de façon rentable. Alors, c'est bien sûr le secteur sur lequel le groupe Air France et plus généralement le groupe Air France KLM est positionné. On est d'ailleurs le plus gros transporteur sur le transport de passagers entre l'Europe et le reste du monde. Et on s'appuie pour ça sur deux hubs qui sont extrêmement puissants, que sont les hubs de Charles de Gaulle et d'Amsterdam. Et on développe par ailleurs des partenariats, des alliances, des joint ventures avec nos partenaires, avec Delta, avec Northwest, avec Southwest, avec nos partenaires indiens aussi, pour consolider cette organisation en hub, profiter de la puissance de ces compagnies sur leur marché pour construire, encore une fois, un réseau de destinations qu'on peut opérer de façon extrêmement efficace. Et ça, c'est sûr que ça va continuer à porter le développement du groupe Air France KLM dans le futur. Alors, néanmoins, on voit bien l'apparition de ces nouveaux outils. Et ces nouveaux outils doivent bien sûr nous inspirer dans la façon dont on les intègre pour faire évoluer, pour adapter ou pour compléter notre offre traditionnelle. Et c'est bien finalement ce que l'on a fait avec le développement du low cost en Europe, du low cost moyen courrier. On a à la fois fait évoluer notre offre, on a fait évoluer nos produits, on a fait évoluer la façon dont on présentait notre produit à nos clients. On a modifié profondément nos structures tarifaires, on a modifié la construction même de notre modèle de réseau moyen courrier autour du hub. Et puis, sur l'autre partie du spectre d'adaptation à ces nouveaux modèles, on a aussi intégré dans le groupe un modèle low cost. C'est ce qu'on a fait avec Transavia et on opère aujourd'hui aussi bien au départ de la France que de la Hollande, près de 80 avions avec cette compagnie Transavia. Donc on est on est au milieu de cette réflexion sur l'activité long courrier. Il y a déjà des éléments du modèle low cost qui nous ont inspirés. Par exemple, on a introduit cette année un nouveau modèle de tarif avec nos partenaires Delta et KLM sur l'ensemble des liaisons transatlantiques, avec ces branded fares qui sont une déclinaison de ce que l'on a fait sur le moyen courrier, qui permettent à un client de présenter de façon extrêmement lisible et compréhensible notre offre tarifaire, de proposer à n'importe quel moment du voyage un choix de tarif pour le client, associé à un choix de confort, un choix de produit. On a introduit donc cet été un nouveau produit sans bagages sur les liaisons transatlantiques qui permet d'offrir des prix encore plus compétitifs. Et finalement, ça permet, même si on n'est pas totalement aligné, en tout cas, ça permet de réduire assez significativement le gap de tarifs qu'on peut avoir sur des tarifs d'appel sur le groupe Air France KLM et sur les compagnies low cost. Alors, plus précisément sur les avions monocouloirs, nouveaux avions monocouloirs plus performants et sur le self-connect, comment ça nous inspire? Bon, alors, les choses évoluent assez vite puisque pas plus tard que cette semaine, je voyais dans je ne sais plus quel journal, si je plaisante, c'était sur La Tribune, déjà des annonces, de prochaines annonces. Je ne sais pas si c'était une indiscrétion ou un projet totalement abouti. En tout cas, d'ores et déjà un avion extra long range pour A321neo qui est déjà en réflexion, qui permettrait de rajouter 1000 miles nautiques de plus que le 321 long range qui sera homologué d'ici la fin de l'année. Alors cet avion en l'état tel qu'il est designé, il présente bien sûr beaucoup d'intérêt puisqu'il permet de changer la frontière naturelle, je le disais, entre le moyen courrier et le long courrier.
mais il pose quand même quelques questions. Parmi les questions que ça pose, c'est son rayon d'action. Aujourd'hui, un 321 Neo long range, il permet d'imaginer qu'on pourrait adresser depuis la France, sans trop de difficultés, un réseau vers l'Afrique de l'Ouest, et puis quelques destinations sur la côte Est, sans aucun doute New York, Boston, sans aucun doute Montréal et Toronto. Mais si on prend en compte des problématiques d'emport client, des problématiques d'emport bagage, si on se pose la question également d'emport de fret, on voit bien qu'on est sur un outil qui peut répondre à une problématique de desserte long courrier, mais sur un réseau qui est spécifique et qui ne répond pas à une problématique globale. Donc ça, c'est plutôt au titre des inconvénients ou plutôt des limites de ce type de nouvel outil. L'avantage que ça procure par contre, c'est on voit bien qu'on aurait une communalité de flotte avec du réseau moyen courrier, long courrier. Donc ça permet d'imaginer des modèles d'exploitation, des modèles d'organisation de réseau qui peuvent présenter un intérêt. Et puis je dirais quelques mots sur le Self-Connect qui a déjà été largement abordé dans la table ronde d'avant. Alors, il y a plusieurs façons d'être inspiré par ce modèle-là. Est-ce qu'on l'imagine comme étant une alternative à notre modèle de correspondance où on propose finalement à nos clients qui voyagent avec bagage un enregistrement de bout en bout, une garantie, une assistance, une prise en compte du client et du bagage en cas d'irrégularité, qui propose des parcours de correspondance simplifiés, qui propose des correspondances courtes. On vend un nombre non négligeable de correspondances de moins d'1h30 sur la plateforme de Charles de Gaulle. On croit fondamentalement à ce modèle et on n'imagine pas que le Self-Connect puisse être une alternative de masse à cette organisation. Par contre, on se doit de le faire avec l'aéroport sur lequel on a construit notre hub, de travailler en permanence sur l'amélioration de la performance de notre hub, à avoir des infrastructures qui permettent de faire fonctionner un hub de façon efficace. Et par ailleurs, si on se place d'un point de vue client, il faut avoir une bonne appréciation finalement de la valeur qu'il met derrière cette composante de produit qui est une correspondance garantie, une correspondance courte, avant finalement d'imaginer qu'il pourrait shifter sur un modèle de correspondance organisé uniquement avec du self-connect pour un avantage de prix, en tout cas au sein du réseau d'Air France KLM, pour un avantage de prix qui ne me semble pas à ce stade conduire à ce type de choix d'achat. Donc en substitut de notre modèle d'organisation de la correspondance, c'est pas comme ça qu'on voit le modèle du Self-Connect. Par contre, le voir finalement comme l'a positionné EasyJet, comme une façon de faire du business en plus avec d'autres partenaires, ou par exemple en bout de ligne, pas forcément sur la plateforme de Charles de Gaulle, mais en bout de destination, pour favoriser des correspondances avec des compagnies qui sont ou qui ne sont pas partenaires d'Air France, ça peut être une piste de réflexion qui est tout à fait intéressante d'explorer. Désolé si j'ai été un tout petit peu long, mais on m'a demandé de planter le décor. Non, pas du tout. Donc pour résumer, vous exercez une veille, mais il n'y a pas péril en la demeure. Oui, enfin une veille, on fait même plus qu'une veille, on travaille beaucoup sur le sujet, on essaye encore une fois de prendre ça comme source d'inspiration pour adapter nos produits, nos services, notre modèle, et voir comment on peut le compléter avec ce type d'outils. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de décision prise de l'intégrer de façon opérationnelle dans notre fonctionnement. Est-ce que vous voyez un développement des lignes point-point au départ de la province vers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud? Ce qui serait un problème ce qui pourrait être une concurrence plus sérieuse? Alors, au départ de la province, la réalité aujourd'hui, c'est il y a Delta qui, sur les États-Unis, opère une liaison quotidienne entre JFK et Nice, pardon. Donc il n'y a pas beaucoup de liaisons. Il n'y a pas beaucoup de liaisons parce que c'est quand même compliqué de remplir un avion tous les jours avec une densité de trafic qui soit suffisante.
Et ça explique quand même en grande partie cet état de fait, cette situation qui est qu'on a une très forte concentration d'activités long courrier au départ de Paris. Maintenant, encore une fois, ce type de modèle peut créer des opportunités. Je pense que les avions dont on parle, les avions plus agiles en complément d'activités moyen courrier, qui sont ces nouveaux outils monocouloirs, ça pourra inspirer des compagnies. En tout cas, au départ de la France, on est plutôt tenté de continuer à concentrer notre activité sur Paris. Marc Rocher, avant que je passe la parole aux représentants des aéroports de Paris et de Hong Kong, un commentaire sur le développement possible de lignes point à point depuis la province. Je voudrais d'abord revenir sur comment fonctionnent les hubs et effectivement quelles sont les menaces qui peuvent peser sur ce modèle d'organisation. Les hubs sont nés, grosso modo, il y a 30 ans aux États-Unis, avec l'introduction de deux techniques commerciales majeures qui étaient, le revenu management. Alors ça ne veut pas dire qu'avant on faisait n'importe quoi avec la recette, mais le RM, le yield, c'est vraiment des modèles de suivi économique de la demande qui ont été développés par les Américains, qui les ont d'ailleurs exportés largement, et qui ont changé les choses il y a une trentaine d'années. Et puis, deuxième type d'analyse qui a bousculé aussi la façon dont les compagnies opéraient ou s'organisaient, c'est qu'on travaillait avant essentiellement par notion de route. Et on a commencé avec ces modèles à travailler en ce que nous appelons dans notre jargon des OND, c'est-à-dire l'analyse d'une demande entre une origine et une destination. Et ça ne couvre pas que la route Paris-Pékin, ça couvre tout ce qui va de toutes les villes de province et d'Europe vers toute la Chine. Et donc les hubs, l'organisation en hub, là aussi donc essentiellement d'initiatives américaines autour des grands premiers hubs qui étaient Chicago, Dallas, Atlanta, s'est exporté et ont été des modèles efficaces qui restent d'ailleurs d'une certaine efficacité. Mais c'était quand même quelque chose qui forcément allait devoir s'adapter, c'est une des positions auxquelles je tiens beaucoup, à un monde qui change et qui change tout le temps. Le hub, de par leur croissance, les hubs ont rencontré de la part des clients une certaine forme de résistance, essentiellement liée à plusieurs éléments qui là aussi ont fait partie de l'environnement en permanente évolution. D'abord, un hub, ça coûte très cher. C'est une organisation, on appelle ça des waves, c'est-à-dire en plage de rendez-vous. Alors il y en a comme British Airways à Londres qui ont essayé de le contourner avec une notion de rolling hubs, mais les rendez-vous, l'organisation en plage de rendez-vous, 6 fois par jour, 5 fois, crée des surcoûts qui sont considérables, et à un moment où le transport aérien devient très concurrentiel, férocement concurrentiel, tout ce qui pèse sur les coûts est forcément quelque part un handicap. Mais aussi, bien sûr, tous ceux qui s'abritent en disant « c'est pas de notre faute, c'est celle des autres », qui sont en plus des concurrents pas loyaux, mais les hubs, ça coûte très cher. Deuxièmement, les hubs, de par la croissance du trafic dont on a parlé ce matin, doublement tous les 15 ans, ont assez vite rencontré des points de saturation. Et les infrastructures étant pas facilement extensibles, que pour refaire une nouvelle piste, il faut quasiment 30 ans dans n'importe quel pays européen aujourd'hui. Pour faire un aéroport, il faut 50 ans. Forcément, les hubs se sont saturés. Et donc, on arrive à un troisième handicap, le plus important sans doute, parce que nous ne travaillons que pour des clients. C'est que les clients, ils n'aiment pas trop les hubs. Ils trouvent que c'est très grand, que c'est très vaste, c'est très compliqué. Ils s'y perdent, et en plus sont venus s'ajouter à ces problèmes de mauvaise perception des hubs les notions qui touchent bien entendu à la sécurité et à la sûreté des opérations, et donc filtre bagages, filtre passagers, multifiltre. Alors bien sûr que les aéroports, Marc en parlera certainement, se sont un peu organisés pour faciliter la vie des gens, mais c'est pas toujours facile, et on a créé encore plus de points d'étranglement dans des environnements qui sont saturés. Donc c'est vrai que si on s'arrête là, les hubs qui ont malgré tout démontré leur efficacité ont en quelque sorte des menaces qui pèsent sur leur avenir. À ces menaces intrinsèques qui sont nées de l'organisation même des hubs
sont venus s'ajouter récemment des éléments qui sont liés à l'évolution des technologies et de l'environnement du client. Quand on parle de self-connect qui est en train de se développer, c'est-à-dire la capacité d'un passager, d'un client à trouver lui-même un vol qui connecte à un autre vol et qui va ailleurs, et si c'est nécessaire en changeant de compagnie, parce que ce client il cherche toujours quelque chose, c'est le prix le plus bas. Eh bien, on n'est pas que face à un problème d'organisation et de communication avec le client à travers les systèmes Internet, on est face à un changement de mentalité. Nous rentrons dans un monde digital. Ce monde digital, on y va, alors pour certains d'entre nous à reculons, d'autres en niant les réalités, et puis d'autres en se disant il faut y aller. Et je pense que ce problème cache en fait derrière lui, ce self-connect cache derrière lui une évolution majeure de notre environnement commercial qui est, à travers le digital, la naissance d'un monde dans lequel le client va focaliser sur le transport, la connexion, l'hébergement, le loisir, parce qu'on parle essentiellement des clientèles. 80% du trafic mondial, c'est de la clientèle loisir ou VFR. Et donc, on est en train de passer d'un environnement qui était celui, l'image est trop simpliste, mais je l'utilise quand même, du yield management, c'est-à-dire d'une optimisation entre une offre et une demande, à quelque chose qui va maintenant se baser sur le comportemental des clients. Essayer d'être prédictif dans le comportemental des clients, comment il veut s'organiser, par où il veut passer. Et là, évidemment, ça va changer la donne. Deuxième chose qui va changer la donne, c'est effectivement l'émergence de deux types d'opérations différentes de ce qu'on a appelé les legacy. C'est le low-cost long courrier. Et là, clairement, le low-cost long courrier, il ne va pas vivre sur des hubs. Ça coûte trop cher. Il va s'organiser différemment. Il va essayer, bien sûr, d'être dans les aéroports où il y a du marché. Donc, il y aura forcément des compagnies low-cost long courrier dans des grands aéroports. Mais elles ne vont pas se focaliser sur la notion de hub, de transfert et tout. Ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Elles ne peuvent pas gérer ça et elles ne le veulent pas. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement l'arrivée des moyens courriers à long rayon d'action. Alors pourquoi je dis moyen courrier à long rayon d'action? Parce que d'ailleurs Alain Bernard l'a un peu dit, bon, c'est pas encore vraiment mature. Oui, un A321 Neo, ça peut aller à New York, mais bon, il y a des gens qui connaissent bien ça dans la salle, en plein hiver, avec 220 passagers à bord. Ben, je pense qu'ils n'iront pas tous à New York directement. Et donc, il faudra sans doute attendre le cran suivant. Mais clairement, ces avions existent sur le papier ou sont en train d'être livrés pour les premiers d'entre eux, vont arriver à encore améliorer dans les années qui viennent. Et ça va favoriser les trafics au départ des villes secondaires, des villes de province en France. Mais soyons clairs, de ce qu'on connaît, de ce que moi je connais du marché, je ne vois pas, alors Nice est un cas particulier, mais je ne vois pas beaucoup d'aéroports de province capables de porter des opérations long courrier, même avec des avions de 200 places. Avec des avions de 350, ça a été un échec partout, mais avec des avions de 200 places, c'est un petit peu plus facile. Il suffit de remplir la moitié d'un avion. Je ne les vois pas se développer sur leur propre marché, c'est-à-dire vraiment leur zone de chalandise. Et donc, les trois grandes plateformes concernées, Toulouse, Lyon, Marseille essentiellement, ne pourront avoir des routes de ce type et donc se développer dans ce domaine que si elles-mêmes pratiquent du self-connect, c'est-à-dire avoir des gens qui viennent à Toulouse pour prendre l'avion pour aller à New York. Trafic Toulouse-New York, il ne sera pas suffisant pour remplir l'avion et surtout à 5-6 vols semaine. Donc il va falloir, elles aussi, qu'elles changent de culture. Et donc je pense que ce self-connect, ce monde nouveau, ce digital dans lequel on rentre, au passage, je l'ai dit ce matin, dans lequel il n'y a encore aucun GAFA dominant. Alors les GAFA s'y intéressent, il va sans doute y en arriver, il y en a peut-être un à construire, ça peut être la fierté de notre pays, mais il y a quelque chose à faire là. On est dans un monde digital basé sur le comportemental des clients. On doit être prédictif, on doit savoir pourquoi il va aller à tel endroit ou pourquoi on peut lui suggérer d'aller à tel endroit. Et donc ça va changer la donne. C'est une question de modernisme, c'est une question de changement. Si on a la capacité de changer, de s'organiser différemment, il y a plein de nouveaux espoirs. Ça ne veut pas dire pour autant que les grands hubs classiques sont condamnés, mais clairement, ça limitera leur croissance. Alors, les nouveaux prendront une part de cette croissance, mais comme tout ça, ça va encore doubler dans les 15 ans qui viennent, il y a quand même encore de belles routes pour beaucoup de gens. Il faut savoir les saisir. Merci Marc. Monsieur Walla, vous êtes notamment directeur de l'aéroport de Paris.
Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance, de cette évolution qu'on appelle le self-connecting? Alors, peut-être le point de vue de l'aéroport. Les aéroports, comme vous le savez, sont en compétition entre eux. Et on assiste aujourd'hui à une compétition féroce entre aéroports, notamment ceux qui opèrent des hubs. Et lorsque j'écoute les uns et les autres, et lorsqu'on fait une analyse au sein d'ADP, on se dit qu'aujourd'hui, un aéroport de hub fait face à 3 menaces. La première, ce sont les hubs de niche. Alors, on peut appeler ça les sous-hubs ou les hubs de niche. Et on voit actuellement des hubs émerger en Islande, à Reykjavik, à Oslo, etc. etc. Et à partir de ce hub, et c'est là où on rejoint la discussion sur la 321, c'est que à partir de ce hub, à partir de ces points-là, il n'y a aucun problème pour rejoindre les États-Unis en A321. Donc on voit l'émergence de ces hubs de niche comme une concurrence pour les grands hubs classiques qui sont basés sur des majeures européennes. Le deuxième point, c'est effectivement le self-connect. Alors comme l'a dit Marc, c'est la capacité d'un passager d'aller à un point A, un point C en passant par un point B avec des étapes sur des compagnies qui ne sont absolument pas liées par une alliance. Alors aujourd'hui, nous on se dit que pour l'instant, on ne pense pas qu'il existe un business model pour le self-connect. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'inconvénients pour les passagers. Le premier, c'est qu'il n'est pas évident pour un passager d'avoir accès à un système de réservation intégré. C'est-à-dire que quand vous voulez vous self-connecter, vous êtes obligé d'aller sur le système de réservation du premier partenaire, ensuite du deuxième, essayer de faire coller les vols, et ceci n'est pas très évident. Ce qu'on se dit, c'est que dans le futur, on n'est pas certain que les moyens digitaux ne me permettent pas. Et donc ça, il y a un premier inconvénient qui, de fait, sera résolu. Le deuxième, c'est le parcours du passager. Alors, alors peut-être que Air France ne sera pas d'accord, autant le parcours du passager sur un hub comme Roissy, il est optimal, il est très efficace. Autant sur un hub, autant sur du self-connect, c'est très compliqué, puisqu'en fait, le passager est obligé d'aller reconnaître son bagage, montrer le bagage, et ensuite le réembarquer, ou en tout cas le remettre dans le système de sûreté par un tiers. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème qui rallonge énormément le temps de parcours passager. Mais demain, des aéroports sont en train de porter ce service, sont en train de mettre en place ce service qui permettra un parcours du passager, et notamment l'aéroport de Gatwick, permettra ce parcours passager en self-connect qui sera facilité. Alors, le troisième point ensuite, c'est le problème, j'allais dire, de l'annulation d'une des étapes. Alors, vous savez, lorsque vous êtes en correspondance, vous avez une étape annulée, pas de problème. La compagnie qui devait vous accompagner ou à un des points va de fait vous reprendre en compte quelque part pour vous amener au point où vous vouliez arriver en tout cas. Donc cette annulation d'une étape, lorsqu'on est en correspondance classique, ce n'est absolument pas un problème. Vous aurez juste un retard à l'arrivée, à votre point d'arrivée. Sur le self-connect, par contre, quand vous avez une annulation d'une étape, vous avez tout perdu. Vous ne pouvez plus, a priori, vous rendre à l'endroit où vous vouliez vous rendre. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit arriver sur le marché, c'est de plus en plus d'assurances qui permettent aux passagers de s'assurer contre ces annulations d'étapes. Donc on voit que les 3 points majeurs, les 3 inconvénients majeurs du self-connect sont en passe d'être résolus. Et donc quelque part pour nous, ADP, on se dit qu'il y a peut-être effectivement un vrai business model du self-connect et qu'il faut qu'on soit attentif à cette évolution. Le dernier point sur les menaces, en tout cas pour le hub, dans notre activité hub, pas dans notre activité point à point, c'est clairement effectivement le développement du long haul, le low cost, puisque effectivement
on peut se trouver, alors qu'on avait aujourd'hui sur notre activité de hub une sorte, on était relativement protégé, ou les compagnies qui opéraient étaient relativement protégées vis-à-vis des low cost. On a aujourd'hui une émergence sur nos plateformes de vols point à point qui se faisaient précédemment à travers une activité de hub. Voilà, pour nous aujourd'hui, les trois grandes menaces qui sont les menaces qui pèsent sur un aéroport de hub classique porté par une major ou des majors comme ADP. Encore une fois, je pense qu'on y est attentif et en sachant qu'on a quand même quelquefois investi massivement pour accompagner les infrastructures des différentes compagnies qui opéraient sur nos hubs. Voilà. Merci. Je note que vous pensez que le Self-Connect va faire la joie des assureurs. Alors peut-être pas que les assureurs, peut-être aussi les passagers, on verra. Mais en tout cas, ce que je dis surtout, c'est qu'il ne faut pas ignorer ce phénomène. Aujourd'hui, les produits digitaux qui sont en train de se développer, l'innovation, et sont des facteurs qui permettront de gommer ces inconvénients. Et il faut que nous, aéroports, nous y soyons très attentifs. Merci. Nous avons la chance d'avoir... Marc, vous êtes le seul à applaudir. Hein. Comment vous êtes... Non, mais j'applaudis ADP. Je veux dire, soyons clairs, pourquoi j'interviens? Parce que, bon, du modèle de self-connect organisé, il n'y en a qu'un aujourd'hui, c'est Gatwick. Et je ne dis pas que ce qu'ils ont fait est bien, mais ils ont fait quelque chose. Bon, aujourd'hui, j'apprécie que quelqu'un d'Aéroport de Paris dise on va s'en occuper, on va organiser quelque chose. Parce qu'effectivement, l'aéroport, il a un rôle clé là-dedans. Alors, il peut faire de la résistance et protéger les situations établies, ou alors il s'ouvre à la réalité de demain. Donc, j'apprécie particulièrement que Marc ait tenu ses propos et je l'en félicite. J'ai bien entendu, hein, j'ai dit qu'on était attentifs. Oui, non, j'ai compris plus. Mais c'est déjà bien. Bon, il faut bien animer un peu les choses quand même, non? Merci. Nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui M. Lam, qui est directeur général de l'aéroport de Hong Kong, qui est un hub puissant en Asie. M. Lam, est-ce que vous craignez pour le hub de Hong Kong? Quelle est votre analyse sur ce sujet et sur le Self-Connect? Thank you very much. Obviously, hub airlines go hand in hand with hub airports. In my view, this hub and spoke concept has worked for many decades because it does make good business sense and also economic sense for both the airlines and also the passengers. And if you look at the development of the aviation industry in the future, there is going to be a significantly more demand for air travel in the future. There is simply just not enough resources to allow any airline or airports to cover every destination in the world. Airspace will be an issue, airports will be an issue, there will be many other issues involving this concept of providing all the direct links between airports. So in my view, actually I believe that this hub and spoke concept not only will continue to survive, I believe there will be emergence of mega hubs that will be able to handle more than 100 million passengers a year. Of course, I think my colleagues on the panel are absolutely correct. It does pose a lot of challenges to hub airports. We talk about Self-Connect. This is something Mark said that they're thinking about it. Actually, in Hong Kong, we are going to do something about it because it does make a lot of sense for hub airports to be able to facilitate Self-Connect for especially these days, right? LCCs and all of other, even the younger generation of passengers, they no longer just rely on the hub airlines to provide the entire connection. So they buy different segments of their journey. In this case, if airports it would need to do something about it because there's a gap that the airport would have to step in to fill it. If we can do that, then obviously hub airport will continue to have a very important role to play. And another challenge, obviously, for hub airport is that we need to
actually make the connection time as efficient, as short as we possibly can. Sometimes passengers are getting very frustrated about using Hub Airport is because the transition or the transfer time in those airports could be an issue for them. And if there's uncertainty about how long it's going to take for them to complete all the formalities, obviously the role of hub airports would be so much diminished. And for example, at our airport, we insisted that for any transfer passenger, they must be able to complete that within less than an hour, 50 minutes. And that's something that we work on to make sure that not only that people won't feel that transferring through an hub airport is an issue. If anything, they probably find that this is something that's going to help them to provide more selection, more choices, and hopefully in terms of the airfares, that's something that will be an advantage than buying a direct flight, between two different points. So obviously, I think there will be a lot of demand for air travel in the future. There will be various models emerge in the future to satisfy passenger demand. But in my view, hub and spoke strategy is still the best way to utilize the limited resources that the entire aviation industry would have to work on. Juste en complément peut-être de ce qui a été dit, je pense qu'on est quand même globalement plutôt aligné sur, en termes de conviction ou en tout cas de prévision qu'on peut faire sur la part que pourront jouer ces nouveaux outils dans la croissance qui est devant nous. Et je ne conteste pas que ces nouveaux outils prendront, s'ils sont bien designés, s'ils répondent à une attente du client, s'ils sont organisés de façon intelligente, auront toute leur place dans le développement du transport aérien. Mais nous, en tant qu'Air France KLM, notre premier combat, et c'est comme ça d'abord qu'on mène la compétition avec ces nouveaux modèles, c'est de travailler à rendre notre modèle toujours plus performant, toujours plus attractif, à proposer à nos clients des correspondances qui soient extrêmement performantes, à proposer des réseaux de destination qui soient le plus large possible. On a la chance d'opérer sur un hub qui présente des perspectives de développement qui sont uniques en Europe. Et ce combat, cette bataille-là, il faut qu'on la mène bien sûr avec le gestionnaire d'aéroport pour proposer des correspondances et qui feront que les partenaires que sont Delta, que sont Northwest, que sont nos partenaires asiatiques auront envie aussi de concentrer une partie de leur activité sur Paris ou sur Amsterdam, parce qu'on sera capable de mettre en résonance nos réseaux. Encore une fois, on regarde néanmoins comment on peut intégrer ces nouveaux outils pour, soit en termes d'inspiration pour faire évoluer notre offre, soit en termes d'outils complémentaires. Mais la première, là où on concentre le maximum d'énergie, c'est de rendre notre modèle le plus efficace possible, parce qu'en soi, c'est déjà une très très bonne réponse à ces nouvelles menaces. Marc Rochet, vous êtes relativement critique sur le concept de hub. Vous évoquiez tout à l'heure des handicaps. Vous pensiez à quoi en particulier ? Je ne suis pas critique. J'ai cité les menaces qui pèsent sur les hubs et je transmets en quelque sorte la position de ceux qui nous font vivre, à savoir les clients. Les clients sont quand même rebelles à ces énormes infrastructures où ils sont un peu perdus et chacun sait individuellement, chacun d'entre nous quand on est passager, qu'on n'aime pas être perdu au milieu d'une immensité. Donc c'est ce type de menace qu'il faut traiter, sachant encore une fois que l'environnement va changer avec la technologie, le comportemental des clients, les nouveaux avions et tout ce que l'on a évoqué. Donc c'est ça qu'il faut améliorer. Les hubs ne sont pas condamnés, bien au contraire. Mais les clients qui, in fine, choisissent
quand ils auront le choix entre plusieurs points de connexion, et ils sauront les trouver, ce sont eux qui décideront. Un point aussi qu'on n'a pas évoqué, et qui peut être dramatique, c'est que plus un hub grossit, plus ça devient une organisation géante. Elle est là pour assumer ce doublement du trafic aérien que l'on connaît. Plus le temps d'accès, alors pas pour les passagers en connexion qui eux ont déjà leur parcours du Shadok dans les aérogares, mais pour ceux qui viennent de la zone de chalandise énorme autour des hubs, que ce soit la ville de Londres, la ville de Paris, Amsterdam, l'Allemagne, tout ce que vous voulez, les temps d'accès à ces infrastructures géantes deviennent prohibitifs si jamais on n'a pas mis en place les moyens qu'il faut. Bon, il a fallu attendre 2018 pour qu'on commence à parler vraiment sérieusement du CDG Express. Il a fallu attendre 2017, Marc, excuse-moi, là je suis peut-être un peu excessif, pour commencer à dire qu'il fallait mettre 2 lignes de métro à Orly et une connexion avec le barreau TGV sud-francilien. Bon, tout ça c'est complètement anachronique, on est resté sur des vieux concepts. Ce qui compte, c'est la perception du client, parce que sinon le client il ira ailleurs. Alors bien sûr qu'il ne va pas traverser toute l'Europe pour aller chercher un point de départ pour son vol transatlantique, mais il peut choisir, il peut se déplacer, et encore une fois, ce client il va choisir 1. Le prix, 2. La connectivité la plus facile. Et ce qui change les choses, c'est que c'est à travers l'Internet, à travers ce monde digital qui s'impose à nous, qu'il trouvera des solutions. Quand je parle de changement comportemental, je vais donner aussi un exemple peut-être anecdotique, mais il y a 25 ans, quand on roulait, le sacro-saint de toute personne qui se déplaçait en voiture, c'était la carte Michelin. Bon, les cartes Michelin, elles ont été très efficaces, elles le sont d'ailleurs toujours. Aujourd'hui, on peut faire un sondage dans cette salle, qui a une carte Michelin dans sa voiture et qui a Waze? Tout le monde a Waze pratiquement. Pourquoi? Parce que Waze s'est attaché au comportement de la voiture. Combien de temps je mets, non pas quelle route je prends, savoir si c'est la A6 connectée à la B32, ainsi de suite, et quel est le meilleur chemin en temps pour aller à votre point de destination. C'est un changement comportemental. Et Michelin n'est plus tellement dans la course. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, et je pense que ça s'appliquera au transport aérien, parce que dans ce triangle loisir, hébergement, transport, le changement que vont amener les nouvelles technologies digitales en connaissant encore mieux le client vont être absolument fondamentaux, et il faut qu'on y soit, il faut qu'on en soit, qu'on soit un hub ou qu'on ne soit pas un hub d'ailleurs. Monsieur Lam, quel est votre point de vue sur ce sujet? Sorry. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Well, I obviously just said my position. I still believe that, well, at least in Asia, passenger actually very much the frequency and the choice. And hub airports do provide that better than all the so-called direct connections between secondary airports. So in my view, there will be a very important role for hub airports to play in the future in developing aviation industry. But obviously there are challenges. Those are the challenges that I think the hub airport, together with the hub airlines, would have to work together to overcome. At the end of the day, of course, I think it's the passenger experience that's going to matter most. And if we are not able to provide passengers with a very smooth travel experience, obviously, I think the role of the hub airport will be affected, and that's it's something that we all have to work on. Je ne peux pas faire autrement que d'être d'accord avec tout le monde. Bien sûr, c'est le parcours passager qui est le plus important. C'est un des éléments de choix de nos passagers, sauf ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Effectivement, si on n'est pas efficace tant avec notre partenaire Air France sur les temps de correspondance que pour l'ensemble de nos passagers sur le parcours client, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à fluidifier tous ces ruptures de charge que sont le passage à l'enregistrement, alors là on est vraiment en train de le résoudre, on n'a quasiment plus de queue aujourd'hui à l'enregistrement, mais que sont le passage à la frontière, au poste d'inspection filtrage et ensuite à l'embarquement,
on sera derrière les autres et les passagers préféreront d'autres plateformes. Donc il nous faut travailler effectivement avec notre partenaire Air France sur la partie développement du hub et temps de correspondance et continuer à s'améliorer, comme tu dis Marc, sur le temps d'accès. Alors, continuer à s'améliorer sur le parcours passager, mais d'ici à 2 ans, on aura gagné le pari. C'est-à-dire qu'on sera, d'après moi, très fluide tout le long du parcours. C'est-à-dire que aujourd'hui, les compagnies aériennes utilisent des DBA, donc on a quasiment plus de queue à l'enregistrement. On est en train de gagner le pari du passage à la frontière. Je peux vous annoncer que pour Noël prochain, on aura des parapharocofaciales, ça c'est quasiment sûr. On garantit on va dire à 95% moins de 10 minutes de passage au poste d'inspection filtrage. Et les compagnies aériennes on est en train de tester avec nos amis notamment Air France tout ce qui est embarquement automatique voire biométrique. Et donc si on arrive à ça, et on pense y arriver d'ici à 2 ans, le parcours du passager sera totalement fluide. Il nous faudra maintenant après résoudre le problème d'accès à la plateforme. D'où effectivement, Marc, le CDG Express et l'amélioration d'un certain nombre de réseaux de Paris vers Paris CDG et vers Orly. Monsieur Bernard, ça vous faisait sourire le parcours passager? Je vous voyais avec vos collègues. Qu'on a partagé tous les deux. Oui, mais et aussi en diagonale. Donc j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi ça vous fait sourire. Non, je ne souriais pas. Je salue les efforts qui sont faits, qu'on fait conjointement avec Aéroport de Paris pour développer ces parcours digitaux, notamment sur la frontière. Je souriais juste sur le fait qu'il y avait une promesse d'avoir des paraphes à reconnaissance faciale pour Noël, sachant que je les attendais en fait pour cet été, mais voilà, c'est tout. Je comprends mieux. Y a-t-il une question dans la salle? Une ou plusieurs questions? Oui, monsieur. Si vous voulez bien vous présenter. Oui. Bonjour messieurs, Georges Micognatis de l'ENAC à Toulouse de la Recherche. Je vais poser ma question en français, peut-être la répéter en anglais pour notre illustre invité. Donc en français, je voudrais avoir un sentiment par rapport au lien à la recherche pour réussir à améliorer cette expérience passager, ce parcours passager et cet accompagnement du passager tout au cours du voyage. Donc côté airlines et côté aéroport, comment vous voyez les choses pour qu'on arrive à cette fin en collaboration avec les activités de recherche? Je répète en anglais ou c'est traduit automatiquement? Oui, donc la recherche est très importante. Ce que je vous disais, c'est que globalement, on a tout le long du parcours passager, on a 4 ruptures de charge que sont, ou 5, l'accès à la plateforme, l'enregistrement, la PAF, les PIF et la partie embarquement. Aujourd'hui, notre but, c'est de digitaliser tout ce process. Et effectivement, on a aujourd'hui une technologie qui nous permet, peu ou prou, d'avoir un parcours complètement digitalisé et qui serait fluide. Et on s'est donné à moins de 20 minutes la possibilité pour tout passager, d'ici un certain temps, de pouvoir faire ce parcours de l'embarquement, en tout cas de son arrivée dans le terminal jusqu'au moment où il embarque. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on teste un certain nombre de produits, et notamment avec Air France, la biométrie sur tout le parcours. On est gêné par 2 choses finalement. La première, alors on peut aussi être très content de l'avoir, c'est la CNIL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un certain nombre de développements technologiques gênés par ceux qui sont là pour faire respecter une éthique et la liberté du citoyen. Et c'est la CNIL qui nous empêche effectivement d'encoder un certain nombre de données vis-à-vis de nos passagers. Et le deuxième, c'est que même si on développe des outils très pointus en recherche, on est toujours gêné par le maillon le plus faible. Or, lorsqu'on fait de la biométrie, on est obligé d'aller chercher un certain nombre de données dans les bases de données,
Et si les techniques de connexion à la base donnée, à certaines bases données sont lentes, eh bien, on aura forcément la cinétique de la réaction globale sera la cinétique de la réaction la plus lente. Et donc aujourd'hui, on a là-dessus un certain nombre de points à résoudre, on va le dire comme ça. Marc Rocher. Monsieur Lam. Oh, so if I may also add, I think obviously from the airport's point of view, the customer experience is extremely important. And for example, at my airport, what we are now doing, apart from just doing the basic research that obviously all airports are doing, we're now doing what we call the end-to-end passenger journey mapping. And we believe we need to go beyond just the airport terminal now. I think we need to start to understand passengers' need from the time they leave their home, their office or hotel, and until they reach their destination airport. So for example, at my airport, we're now developing mobile facilities that would very soon enable us to go to, say, a passenger's office to pick up their luggage, for example, instead of they coming to my airport. And we also want to see how we can help to track their luggage so that actually when they leave my airport and reach Charles de Gaulle, they know exactly where the luggage is. There are actually many things these days that technology, data analytics, simulation can help not only to improve the experience of a passenger, but also to enhance the efficiency of the airport. And those are the things that I think we must all embark to do more. Je voudrais répondre sur votre proposition ou sur votre question de dire comment nous, les labos de recherche et autres, on peut aider dans cette perception client. Alors, je ferai un tout petit aparté. Les principaux points de blocage ou retard que nous avons ne sont pas d'origine technologique. Ils sont d'origine sociologique, culturelle, perception par certaines corporations et ainsi de suite. Donc le principal mouvement à faire, c'est de changer la culture des gens. Nous n'avons pas des passagers ou des usagers dans les aéroports, nous avons des clients. Mais pour répondre quand même sur le fond, parce que c'est un sujet sur lequel on a essayé de réfléchir, moi je pense que pour améliorer la perception d'un client qui est en transit ou qui prend un grand aéroport pour se déplacer, si on veut vraiment faire un effort pour lui, il faut supprimer tous les points, grâce à les technologies, supprimer tous les points où il doit s'arrêter. Si on le laisse en mouvement, c'est-à-dire si on lui fait faire un parcours, parce qu'après screener un passager, on peut l'arrêter, le bloquer, faire une queue et tout ça et le screener. On peut essayer peut-être d'imaginer comment le screener s'il se déplace dans un parcours prédéterminé. À partir du moment où on évitera tous les points où le passager, le client doit s'arrêter, on améliorera beaucoup la perception des choses. Tous dans la salle, on est pareil, je pense sur ce plan-là. Moi, j'aime pas m'arrêter, j'aime pas faire la queue quelque part. J'aime bien que ça s'écoule, même si la vitesse est lente. C'est circulation automobile, même chose. Les gens, ils n'aiment pas les bouchons. Personne n'aime les bouchons. Ils préfèrent rouler lentement, mais que ça roule. Et donc, je crois que la technologie de tout ce qui est l'aide à la perception par le client des mouvements de déplacement dans les grands aéroports, c'est de laisser ce client se déplacer et ne pas l'obliger à être bloqué à un point donné. Ça, c'est une ambition porteuse pour de nombreuses années. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais de toute façon, on est obligé de s'arrêter au contrôle de police. Pas forcément. On peut imaginer des contrôles de police qui traitent les clients. On est dans le domaine de la technologie, de l'innovation. Ne nous donnons pas de limite à l'innovation. Pourquoi bloquer un client pour un problème de contrôle de police? On peut très bien screener son radar dans un tube, dans je ne sais pas quoi, mais c'est un labo de recherche qui a posé la question. Je lui renvoie la balle. Trouver un moyen de ne pas arrêter le client. Point. Monsieur Bernard. Non, mais il y avait monsieur qui voulait réagir, donc éventuellement, si on peut l'écouter, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Mais je dirais c'est quand même le sens de l'histoire. On voit bien que sur le passage à la frontière, on essaye d'accélérer au maximum le passage. Donc là, on travaille sur des sujets d'éligibilité pour utiliser des portiques automatiques avec, avant Noël, la reconnaissance faciale qui sera activée sur Charles de Gaulle. La prochaine étape, c'est d'avoir, comme sur certains aéroports, des kiosques pour faire du pré-check, pour anticiper et accélérer le passage à la frontière. Voilà, donc toutes les innovations qu'on met en place, tous les sujets sur lesquels on travaille et qu'on veut implanter, en particulier sur Charles de Gaulle, visent à accélérer, plutôt à fluidifier le parcours client et à faire en sorte que tous ces points de blocage deviennent une expérience plus agréable pour nos clients.
Et je voulais juste rajouter un point sur la façon de prendre en compte les attentes des clients. De plus en plus, dans nos modes de fonctionnement, on le fait avec nos équipes frontline, on le fait aussi avec nos clients. On organise beaucoup de sessions de co-construction avec nos clients, avec nos équipes frontline pour faire évoluer nos produits, pour faire évoluer nos parcours clients. Ils sont très pragmatiques, ils sont beaucoup de bon sens et ça nous permet également de trouver de très très bonnes solutions. Messieurs, je vous remercie. Peut-être une dernière question, une toute dernière? Non. Oui. Bonjour, Stéphane Juhen d'Air France. J'avais une question relative aux plages de hub qui sont, comme nous le savons, souvent saturées, en particulier à Paris, la P2 et la P3. Et je voulais savoir, selon vous, quelles étaient les alternatives, mis à part le self-connect, pour solutionner ce problème. Nos plages de hub, on va dire d'il y a 20 ans, puisque le hub a été finalement créé, structuré, organisé sur Charles de Gaulle il y a à peu près 20 ans à Roissy, sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui, et elles ont intégré ces besoins d'avoir finalement à prendre en compte ce que la structure de notre réseau a généré en termes de densité d'avions à certaines heures de la journée. On a créé il y a un peu plus de 2 ans une nouvelle plage de hub qui nous a permis finalement un peu plus tard dans l'après-midi de créer une plage de vol qui commercialement faisait du sens pour de l'activité long courrier. Et par ailleurs, on a organisé une plage de hub complémentaire pour favoriser de la correspondance entre du moyen courrier et du moyen courrier. Donc la structure, l'organisation de nos plages de hub est quelque chose qui évolue. Les ambitions qu'on a en matière de performance opérationnelle également nous conduisent à faire évoluer en permanence notre modèle, à imaginer d'autres structures horaires pour certains vols. Et c'est quelque chose qu'on intègre de façon continue. Mais c'est vrai que l'organisation de notre réseau, certaines destinations font qu'en termes de desserte aérienne, il y a une plus forte densité de départs qui sont prévus plutôt dans la matinée et au plus tard en début d'après-midi. Merci à tous les quatre. Nous avons terminé.